bonjour, délégué de CGT pour l'ensemble du groupe PSA. Est-ce que dans ce mouvement, les Gilets jaunes notamment hier, est-ce que les syndicats n'ont pas été court-circuités ? En tout cas, ils ne sont pas du tout à l'origine de ce mouvement. Ça, c'est clair et net. Et peu importe qu'on soit à l'origine ou pas, que les syndicats soient à l'origine ou pas de ce mouvement, moi, ce que je retiens de très, très positif depuis le début, c'est que ce mouvement a eu le mérite, clairement, nettement, au niveau national, de poser le problème du pouvoir d'achat. Et ça faisait longtemps. Et je le reconnais, ça faisait longtemps que les syndicats avaient du mal à mettre ça sur la place publique, à mettre ça comme débat national, y compris dans les entreprises. Donc c'est votre défaite, Monsieur Mercier, la défaite des syndicats ? En tout cas, il faut que ça soit la victoire des salariés demain. Voilà, moi je raisonne comme ça. Vous savez, je positive toujours. Ce que je trouve de très positif, c'est en plaçant ce problème du pouvoir d'achat, qui là, tout le monde est d'accord que c'est le problème du moment. Il faut que maintenant, les débouchés de ce mouvement, les suites de ce mouvement, à mon sens, ça se passe dans les entreprises, au cœur où se fabriquent les richesses, où se fabrique le profit. Vous savez, pour l'écrasante majorité de ceux qui travaillent, aujourd'hui, c'est notre seul revenu, c'est les salaires. Et si le salaire est bloqué depuis des dizaines d'années, s'il ne bouge pas, s'il n'augmente pas, il est certain que face à l'augmentation des carburants aujourd'hui, mais face à l'augmentation des prix en général, de demain, les mutuelles, etc., on va encore voir notre pouvoir d'achat amputé. Donc aujourd'hui, disons que le ciment, ça a été l'augmentation du prix des carburants, mais c'est une accumulation. Cette colère, c'est quand même l'expression de l'accumulation de coûts qu'on nous a donnés, que les gouvernements et que le grand patronat, le patronat de ces grandes entreprises nous ont assénés sous forme de licenciements, sous forme de pouvoir d'achat évidemment diminué, de droits qui ont été supprimés. Et je vous assure que quand vous travaillez, vous y arrivez de moins en moins à vous en sortir à la fin du mois. Alors, comment se fait-il que votre syndicat, la CGT, qui est quand même suffisamment puissante dans ce pays, avait mis d'abord en priorité, et depuis de longs mois, vous nous l'avez dit, le pouvoir d'achat en priorité, et qu'ensuite, on est revenu sur la hausse sur les taxes d'essence et puis à nouveau sur l'ensemble du pouvoir d'achat. Est-ce que ça veut dire que vous êtes resté invisible, et vous et vos propos ? Ah, moi j'adore quand on critique la CGT comme ça. C'est pas une critique, c'est une question que je vous pose. Il semblerait que vos propos aient été pas entendus et vous pas suffisamment visibles. Alors vous reconnaissez dans votre question que la CGT pose le problème du pouvoir d'achat depuis des mois, voire depuis des années. C'est ce que vous disiez à l'instant. Hein. Oui, et là je pense à tous mes camarades dans tous les syndicats d'entreprise, à la base, dans toutes les usines, dans toutes les banques, dans tous les lieux de travail, les militants CGT, mais au-delà des militants CGT, tous les militants ouvriers pratiquement pose ce problème du pouvoir d'achat. Ça n'a pas été audible jusqu'à maintenant. Vous savez, sans doute, peut-être que les Gilets jaunes, c'est une rivière qui déborde. Pour prendre son cours, pour déborder, elle prend tel ou tel chemin. C'est parfois imprévisible, mais c'est ça le mouvement social. C'est ça la vie sociale d'un pays. Eh bien, aujourd'hui, on peut que constater que aujourd'hui, le pouvoir d'achat est posé. Et moi, à mon sens, il faut, pour régler ce problème, une bonne fois pour toutes, il faut augmenter les salaires et que les salaires suivent l'augmentation des prix. C'est la seule solution, à mon sens. Ce qui me paraît évident, puisque nous avons un leader de la CGT qui est là, c'est qu'il est nécessaire pour tout le monde, y compris pour les Gilets jaunes, que désormais les corps intermédiaires rentrent dans le jeu. On ne peut pas laisser des gens comme Jacqueline Gourault, qui représentent finalement pas grand monde, gérer un mouvement de cette ampleur. C'est ça, Jean-Pierre Mercier. Comment est-ce qu'on gère un mouvement aussi nébuleux, aussi protéiforme, sans vous, puisqu'ils ne veulent pas de vous, sans appareil de contrôle ? C'est compliqué pour le pouvoir. Moi, très sérieusement, je pèse mes mots, moi ça me fait sourire. Aujourd'hui, ça me fait sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Le fait que pendant des mois et des mois, pendant la grève des cheminots, le gouvernement, les pouvoirs, une très grande partie des médias, pas vous, ont tiré à boulet rouge sur les syndicats, notamment sur la CGT. Je me souviens de l'épisode d'Air France, de la chemise déchirée, où on s'est fait traiter de terroriste, y compris jusqu'à où on ressemblait à Daesh et compagnie. Oui, le pouvoir a besoin des corps intermédiaires, comme vous les appelez, pour pouvoir négocier. Moi, c'est pas forcément au-delà de l'entrée en jeu des corps intermédiaires, c'est l'entrée en jeu des salariés de ce pays qui va être déterminant dans la situation dans laquelle Emmanuel Macron... Donc vous êtes tout à fait favorable, vous, pour que Emmanuel Macron s'entretienne avec les syndicats, avec la CGT, puisque maintenant on parle de l'ensemble du pouvoir d'achat quant au mouvement des Gilets jaunes.
pouvoir d'achat que vous dénonciez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, depuis des mois. Je vais vous répondre très sincèrement. C'est une rencontre que vous espérez, vous. Si, je vais vous répondre. Je sens que vous êtes un peu étonné. Je vais vous répondre très clairement. Si Emmanuel Macron rencontre les organisations syndicales, il n'y aura rien du tout qui va se passer. Je vais vous dire pourquoi, parce que sans rapport de force, de toute façon, Emmanuel Macron est derrière les grands dirigeants de ces grandes entreprises ne céderont strictement rien du tout sur l'enjeu crucial sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur les augmentations de salaire. Pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, c'est pas simplement une réunion avec Philippe Martinez et Emmanuel Macron, c'est pas ça qui peut faire bouger les choses. Ce qui peut faire bouger les choses, c'est quand les salariés vont rentrer en jeu, quand ils vont devenir les militants de leur propre fiche de paye et quand ils vont investir sur les lieux de travail, l'appareil de production et qui vont par la grève faire peser leurs décisions, faire peser leur avis sur les événements et sur les décisions gouvernementales. Ça n'a pas marché lors de la loi travail et de la réforme de la SNCF? Pour l'instant, ça n'a pas marché. Moi, je suis toujours convaincu que c'est la seule manière possible de faire reculer les décisions des grandes entreprises et les décisions du gouvernement en tapant là où ça fait extrêmement mal pour ces grands capitalistes. Moi, je travaille à PSA, c'est la famille Peugeot, c'est les actionnaires de Renault, c'est les Bettencourt, les Arnaud, ceux qui s'enrichissent à coups de milliards sur notre dos par le Retour à Bruxelles où Emmanuel Macron s'exprime. Il faut apporter des solutions aux classes laborieuses et moyennes, vient de dire Emmanuel Macron en direct à Bruxelles. Là, on pense forcément aux Gilets jaunes. Il en parlait de ça, en fait. De façon sous-jacente. Bien sûr, il en parlait en creux. Il est un peu obligé d'en parler vu ce qui se passe dans le pays, mais ça reste creux. Excusez-moi, là, il a strictement rien dit. Je suis convaincu que mardi soir, il n'y aura pas grand-chose qui va être annoncé, parce que pour ce qui est des salaires, pour ce qui est du pouvoir d'achat, pour l'augmentation des pensions de retraite, il va falloir que le mouvement s'organise, il va falloir que le mouvement s'étende et que ce mouvement donne des suites dans les entreprises. Encore une fois, si Emmanuel Macron et les dirigeants des grandes entreprises de ce pays ne pourront reculer que s'il y a des dizaines de millions de salariés, de travailleurs qui descendent dans la rue et qui occupent leur usine par la grève. Il n'y a que ce moyen-là qui est possible. C'est ce à quoi vous appelez aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, une grève nationale pour les salaires, elle est plus qu'à l'ordre du jour. Elle est vitale, elle est incontournable. Sinon, on va passer notre temps à bloquer des routes, à bloquer des autoroutes contre telle ou telle augmentation de taxes. Non, là, pour sortir de ce cercle vicieux d'augmentation des taxes, il faut augmenter les salaires. C'est pas à nous de payer la transition écologique ou les dizaines de cadeaux, de milliards de cadeaux qui sont déversés au titre du CICE. Si je vous comprends bien, une grève générale aujourd'hui en France serait beaucoup plus porteuse et beaucoup plus forte pour le gouvernement que de bloquer les routes, les autoroutes, plus forte que le mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr, elle serait beaucoup plus efficace pour faire reculer le gouvernement et pour faire reculer nos employeurs des grandes entreprises. Ça, c'est une évidence et ça réglerait en partie le problème du pouvoir d'achat. Je dis en partie parce qu'il faudrait que les salaires soient toujours indexés à l'augmentation des prix. Sinon, notre pouvoir d'achat serait toujours perdant. Alexis Levrier, vous êtes... Emmanuel Macron veut mettre en place un haut conseil sur le climat. Est-ce que ça servira uniquement, cette mesure-là, sur la transition écologique, à calmer les esprits ? Je suis convaincu que non. Vous savez, c'est pas avec de la transition écologique qu'on remplit son frigo à la fin du mois, qu'on fait son caddie, qu'on remplit son plein d'essence pour aller au travail ou pour aller chercher du travail. C'est avec du pouvoir d'achat. Encore une fois que quand on est salarié, c'est notre seul revenu, c'est le salaire. Si cette principale recette, cette unique recette, elle est entamée, comment voulez-vous continuer à vivre ? Là, bientôt les Restos du Cœur vont ouvrir. On le sait, ils le font le constat année après année et ça se dégrade de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'actifs, de salariés qui ont un travail et qui vont quand même au Resto du Cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le niveau général de l'ensemble de la population, et surtout la population travailleuse, son niveau de vie a considérablement baissé. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette colère qui passe par le canal des Gilets jaunes, qui passe par le canal de l'augmentation des prix des carburants. Vous qui vous appuyez sur cette colère des Français pour les défendre, qu'est-ce que cela vous fait de ne pas en être de ce mouvement ? Alors, j'en suis à ma manière de militant qui travaille dans une grande entreprise, à PSA, où on réunit les salariés, où on défend cette idée tous les jours, que la seule solution, c'est de rentrer en lutte
pour imposer des augmentations de salaire. Il faut comprenez bien que je redis la même chose parce que c'est pas forcément la même chose. Quand vous avez que 1500 euros ou alors 1200 ou 900 euros pour vivre, si ça n'augmente pas, de toute façon la colère elle cessera pas, le mécontentement ne cessera pas. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, on peut imaginer, je suis bien d'accord avec vous, qu'il ne va pas céder sur l'augmentation des taxes, mais imaginez qu'il cède sur l'augmentation au 1er janvier. Ça aurait été un succès à mettre à l'actif des gilets jaunes. On est bien d'accord. Mais est-ce que ça va résoudre le problème de la dégradation du pouvoir d'achat? Non, parce que Emmanuel Macron, il faut comprendre qu'il a besoin d'argent. Il a besoin de trouver des fonds parce que les caisses de l'État sont vides, on le sait bien, pour continuer à financer le CICE, toutes ces aides. Mais alors pourquoi ne pas lui faire confiance? Cela fait 18 mois qu'il est aux manettes. Il a été élu démocratiquement. On peut se poser la question. Alors même s'il a été élu, comme vous dites, démocratiquement, mais très minoritairement, encore une fois, ça fait 18 mois qu'on le voit à l'œuvre. Oui. Les riches ont sur 5 ans. Les riches ont eu la suppression de l'ISF, par exemple. Les grandes entreprises ont bénéficié de dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux pour continuer à licencier. Le chômage n'a jamais été aussi haut. Les jeunes n'arrivent pas à trouver de boulot. Les retraités sont encore taxés, augmentation de la CSG, etc. Les handicapés, leurs allocations ont été aussi taxées. Vous comprenez que là, c'est encore plus violent, encore plus brutal que sous Hollande. Et Hollande, c'était plus violent que sous Sarkozy, parce qu'on a une crise économique dont la société s'enfonce et que le gouvernement Emmanuel Macron n'a comme seule solution de nous faire les poches pour financer ces dizaines de milliards. Donc même si il revenait sur sa décision d'augmenter les taxes sur les carburants, il irait chercher dans nos poches, d'une autre manière, les fonds pour pouvoir financer ces grandes entreprises. Eh bien, ça c'est pas possible. La seule solution, c'est d'augmenter les salaires. Une bonne démocratie, ou en tous les cas une démocratie telle qu'on l'entend, elle doit d'abord apporter des solutions aux classes moyennes et populaires. Il a même dit tout à l'heure aux classes laborieuses. Oui, mais là, ce qu'il a dit, c'est... à mon sens, c'est complètement creux. Excusez-moi d'être un peu brutal, mais moi je ressens les choses et j'imagine que comme ça, et j'imagine que mes camarades de travail à l'usine ressentent exactement les mêmes choses de cette manière-là. Les gilets jaunes aussi. Comprenez que là, c'est que des mots. Redonner espoir, ça veut rien dire. Redonner espoir, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il va annuler la hausse des taxes sur les carburants? Vous auriez voulu qu'il soit plus précis dès aujourd'hui à Bruxelles? De toute façon, on est tous convaincus qu'à un moment donné, enfin tout le monde. En tout cas, attend de lui des mesures, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une grande partie de la population aujourd'hui qui manifeste dans ce mouvement des Gilets jaunes. Mais je peux vous dire que dans les entreprises, qu'on soit ouvrier, technicien, ingénieur, cadre ou employé de bureau, il y a un énorme mécontentement. Eh bien, il faut que cette colère, elle explose. Je le dis comme ça, il faut qu'elle explose, il faut qu'elle se fasse entendre. Moi, j'ai eu l'habitude de dire vendredi et puis jeudi dernier à l'atelier, vous savez, on a des bleus de travail qui sont en fait gris maintenant. Les gilets jaunes se font entendre, il faut que les vestes grises se fassent entendre aussi à leur tour. Il faut qu'elle explose, mais vous appelez tout de même à ce qu'on réduise un peu la cadence là, suite à ces images d'affrontement hier. C'est fort comme mot, il faut que la colère explose, après ce qui s'est passé au lendemain de ces affrontements. Ah, parce que vous reliez ça à des dégradations qu'il y a eu sur les Champs-Élysées. Moi, on n'a pas forcément la même chose. Vous savez, quand une colère explose, elle peut exploser aussi d'une manière extrêmement massive, déterminée, qui laisse pas le choix au pouvoir et qui laisse pas le choix aux directions des grandes entreprises que de céder par peur. Parce qu'il faut rappeler tout de même qu'il y a eu, depuis le début de ce conflit, 2 morts et des centaines de blessés. Oui, imaginez si une manifestation de la CGT avait eu ça comme bilan, 2 morts et 600 blessés. J'imagine même pas simplement avec une chemise déchirée, tout ce qu'on a eu sur le dos à se défendre. Oui, c'est 2 morts qui sont extrêmement malheureux, c'est des drames. C'est aussi peut-être la faiblesse de ce mouvement de bloquer des axes autoroutiers. Quand vous bloquez des axes autoroutiers, vous exposez forcément vos corps aux voitures et ça peut forcément faire des dégâts. Voilà, il faut que le mouvement des Gilets jaunes s'organise, qu'ils réfléchissent. Moi, je fais confiance aux gens pour s'organiser, pour réfléchir, pour mettre en avant des revendications qui leur sont propres. Et s'il y a des travailleurs, et il y a des travailleurs, il y a des retraités, il y a des chômeurs dans ce mouvement des Gilets jaunes, il faut absolument qu'ils prennent conscience qu'ils ont des intérêts à défendre dans ce mouvement et des intérêts qui leur sont propres, c'est-à-dire augmenter les salaires, augmenter les pensions de retraite. Donc nous, on se réjouit de ce mouvement. Sur le fond, avec Emmanuel Macron,
on est un peu optimiste parce qu'au fond, les Gilets jaunes, la France en fait partie. C'est-à-dire que la France, comme les Gilets jaunes, elle a du mal à boucler ses fins de mois. Les Gilets jaunes, c'est la France. Hein. Oui, les Gilets jaunes, c'est la France, mais la France, au global, celle que représente Emmanuel Macron, elle a du mal à boucler ses fins de mois. Quand il faut payer les fonctionnaires, etc., aujourd'hui, la France court après le cash pour payer les échéances qu'elle a à faire. Et comme beaucoup de ménages, malheureusement, qui sont comme ça, elle a beaucoup de mal à réduire son train de vie. Et au fond, pour nous, la solution pour se donner du mou et pouvoir rééquilibrer les choses, faire un moratoire sur les taxes, le cas échéant, etc., c'est de réduire les dépenses publiques, ce pourquoi on milite depuis des années. Donc, et M. Mercier est complètement d'accord avec vous? Surtout pas. Non, pas du tout. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par dépenses publiques. Moi, quand j'entends... Je vous ai vu grimacer, c'est pour ça que je me suis permise. Vous avez eu raison, moi, quand j'entends souvent les responsables politiques parler de réduction de dépenses publiques, ça dépend ce qu'on entend. Vous savez, si on attaque le budget de la santé, si on attaque le budget de l'éducation nationale, de la culture, du sport, oui, Emmanuel Macron et les gouvernements précédents ont attaqué ces budgets dits sociaux, en tout cas dits de services publics, où quand on n'a que notre salaire pour vivre, on en a besoin de ces services-là. On a besoin de l'hôpital public, on a besoin de l'éducation nationale, on a besoin de budget des sports, de la culture, de la recherche aussi. Et là où il faudrait taper dans le vif, c'est prendre ces dizaines de milliards d'aides publiques qui sont déversées depuis des années, depuis trop d'années dans les caisses de ces grandes entreprises qui continuent à licencier par-dessus tout et les réaffecter justement dans quelque chose d'utile pour la population. Ça, c'est mon point de vue. Et sur les taxes et sur la TVA, moi, vous savez, la seule justice fiscale qui me semble bonne, c'est que les impôts doivent être payés par les riches et ne doivent plus être payés par les travailleurs. Et on va évidemment continuer. Excusez-moi, il y a une catégorie dans le pays qui vit extrêmement bien, qui vit de mieux en mieux, qui s'enrichit de plus en plus. Moi, je vais parler cash, hein, c'est les millionnaires, c'est les milliardaires, c'est ceux qui, c'est les propriétaires des grandes entreprises du CAC 40. Vous voyez, ce qu'on appelle grosso modo les capitalistes. Bah écoutez, l'année dernière, ces entreprises ont dégagé 100 milliards de bénéfices cash, net, après impôt. Sur ces 100 milliards, il y a 55 milliards qui ont été déversés à fonds perdus dans les poches des grands actionnaires de ces grandes entreprises. Il est là l'argent pour faire vivre le pays. Il faut aller le chercher. Pour aller le chercher, c'est pas Emmanuel Macron qui va pouvoir le faire, ça c'est certain, parce qu'ils sont copains. Je vais parler brutalement, mais c'est comme ça. C'est nous, ceux qui travaillons, ceux qui faisons la richesse de ce pays, c'est nous qui devons aller chercher dans ces poches-là l'argent pour faire fonctionner, d'abord satisfaire nos besoins, augmenter les salaires pour pouvoir vivre correctement, et puis après faire fonctionner les services publics. Il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver.